Bonjour à tous et bienvenue. Maryse Condé, célèbre romancière guadeloupéenne, est décédée le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Ça fait l'actualité, lui rend hommage. Alors, plusieurs personnalités ont accepté de revenir sur le parcours de Maryse Condé, propos recueillis par Siaka Kone. Madame Maryse Condé, mission accomplie, vous avez été une grande dame qui reste dans mon cœur et qui, j'espère, nous permettra de pouvoir continuer à parler de ce qu'elle a fait, et de ses œuvres, et à faire en sorte que le maximum de personnes puissent la découvrir, la redécouvrir, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Hein. On peut avoir lu un livre à 20 ans, il y a 10 ans, et puis le redécouvrir, là, par exemple, en disant, bon, Maryse Condé n'est plus parmi nous, mais elle a écrit. Moi, je ferai en sorte de pouvoir justement parler de ces œuvres que j'ai retenues. Et les premiers conseils, c'est vraiment Ségou. Hein. Si vous ne l'avez pas lu, cherchez à le retrouver en librairie et lisez-le. Ça vous fera du bien. Ben, on est toujours triste quand des gens de cette qualité-là s'en vont. On est toujours triste quand des écrivains de grand talent s'en vont. Et quand je dis écrivain, je comprends aussi bien sûr les écrivaines. Et Maryse Condé était de cette race-là, donc une grande. J'ai vu mes amis qui m'ont appelé pour venir aux obsèques. Malheureusement, je ne pouvais pas y aller, donc à Paris. Et donc j'ai regardé les images à distance. Donc j'ai vu qu'il y avait un vrai témoignage de foi et d'amour donc à travers donc le monde qui s'est pressé donc à l'église pour elle. C'est une femme de plume qui a appris à écrire très tôt et qui a une littérature qui se lit facilement et qui ne cherche pas à jargonner et qui, même lorsqu'elle explique des faits historiques, sait les mettre en perspective romancée pour que à la fois les savants, disons les sachants, puissent savoir qu'ici, voilà ce dont elle parle, et que les autres, pour parler comme en Patéba, les bambins aussi, puissent lire et entrer dans l'univers et comprendre que l'Afrique a une belle et grande histoire. Révélée au grand public en 1984 avec Ségou, la romancière antillaise a vu son œuvre de renommée mondiale distinguée en 2018 par le prix de littérature de la Nouvelle Académie. Elle laisse une œuvre magistrale qui décrit dans un langage précis les ravages du colonialisme et le chaos du postcolonialisme. Lue et étudiée dans le monde entier, professeure à l'université Columbia, écrivaine voyageuse qui a habité à Paris, à Abidjan, aux Antilles, aux États-Unis, était une militante dans l'âme. Alors, qui était Maryse Condé? De quoi est constituée son œuvre et quel est son héritage? Pour en parler, je reçois professeur Assi Diané, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny, spécialiste de romans africains et de littérature francophone, et vous assurez aussi des cours de littérature antillaise au département de lettres modernes. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors Maryse Condé, de son nom complet Maryse Liliane Apolline Boucoulon, est née donc le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre. Que sait-on de son enfance et de ses origines? En effet, Maryse Condé est née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, donc en 1934. Et au niveau de son enfance, je crois qu'elle a eu une enfance assez atypique parce qu'elle est l'enfant d'une mère qui est la première institutrice noire de l'époque et d'un père qui a aussi mis en place une banque locale. Et donc, elle fait partie d'un milieu assez privilégié et qui, en même temps, lui a transmis peut-être justement le début de ses contradictions avec des parents très fiers d'être noirs, notamment sa mère, mais qui, en même temps, avait une culture très française, très francophile, et donc elle était interdite d'ailleurs de parler créole. Et voilà, donc ça fait aussi un début de sa particularité et notamment de son rapport à la langue française. Alors justement, elle est née d'une mère institutrice, vous venez de le dire, et a très vite donc pris goût à la lecture. Quels sont finalement les livres et les auteurs qui l'ont nourrie ou influencée? Alors, dans Le cœur à rire et à pleurer, qui est un de ses ouvrages, un de ses derniers ouvrages qui revient un petit peu sur
des aspects très autobiographiques. Elle dit que bon, elle a été nourrie dans son enfance avec bon, les classiques hein, de la littérature de jeunesse française, les Peaux d'âne, etc. Et puis, elle a été aussi beaucoup influencée par Émilie Brontë, avec Les Hauts de Hurlevent, qu'elle va réécrire d'ailleurs hein, à travers un roman qui s'intitule La migration des cœurs. Et voilà, donc elle a été au départ surtout influencée par de la littérature française, et ce n'est que au lycée et ensuite pendant ses études supérieures qu'elle va prendre conscience, disons, de sa condition de noire, de colonisée, et qu'elle va faire connaissance avec les textes de Césaire et puis surtout de Frantz Fanon. Deux références ô combien importantes dans la littérature. On dit d'elle que son œuvre est prolifique. Comment définiriez-vous son style ? Alors, son style, j'entendais le professeur Yacouba Konaté tout à l'heure parler d'un style justement un petit peu comme les contes dans Patéba, c'est-à-dire qui peuvent être lus par le grand public comme par un public plus savant qui aurait des codes, des clés, disons, de lecture de ces textes-là. Et en effet, c'est une écriture, un style assez efficace finalement, parce que notamment Ségou, par exemple, hein, Les murailles de terre et puis La terre en miettes, c'est un roman historique qui au départ bon, est un sujet assez ardu quand même. Au XVIIIe siècle, le royaume Bambara de Ségou, donc toute sa décadence, la problématique avec l'islam et tout ça. Mais en même temps, c'est un texte très agréable à lire. Et accessible. Et accessible surtout, oui. C'est ça. Et pour tous ces romans, en fait, c'est cela. Elle évoque des sujets qui sont souvent très complexes, très profonds, mais avec un style accessible. Mais pour poursuivre dans cette veine, quels étaient ces thèmes de prédilection? Vous l'avez dit, l'histoire de l'Afrique, le continent, la colonisation. Oui, donc il y a tous ces thèmes-là qui intéressent aussi la littérature africaine et négro-africaine, comme on disait à une certaine époque. Mais ces thèmes de prédilection, bon, il y a évidemment l'esclavage, bon, donc la colonisation, mais aussi beaucoup l'errance en fait, hein, et la mobilité des personnages. La plupart du temps, ces personnages sont des personnages errants qui errent en quelque sorte à travers les continents, à travers donc l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Un peu comme elle-même, voilà, et oui, un peu comme le peuple de la diaspora noire. On va revenir sur tous ces nombreux déplacements. On l'associe à la littérature antillaise, de par ses origines. Mais pouvez-vous déjà nous décrire ce genre et est-ce que c'est pertinent cette classification finalement? De la décrire dans la littérature antillaise, oui, je pense que forcément parce qu'elle est guadeloupéenne au départ, hein, donc elle est antillaise. Et mais elle a un peu écrit sur ce pays et moins utilisé ce langage particulier qu'est le créole. Qu'est le créole, oui, c'est vrai. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de son enfance, hein, du fait qu'elle n'avait pas été élevée avec le créole et que, justement, le fait que la littérature antillaise, surtout à une certaine époque, était très, très influencée par le créole, justement, avec le mouvement de la créolité, notamment. Bon, disons que elle fait partie, hein, en fait, de cette littérature antillaise, même si elle n'utilise pas le créole. Elle a essayé de l'utiliser, notamment dans Traversée de la mangrove, par exemple, mais bon, elle a senti que c'était peut-être un peu forcé et que
elle préférait écrire, comme elle disait, en Maryse Condé finalement, c'est-à-dire ni en français ni en créole, mais dans un langage universel qui puisse être compris de tous. Mais je pense qu'elle fait quand même partie de la littérature antillaise, parce qu'on ne pourrait pas la mettre... Aujourd'hui, la littérature africaine fonctionne quand même par rapport à des pays particuliers ou à des régions, mais pas de manière globale comme c'était le cas avant. Donc, où la situer. Donc, forcément, on est obligé de la restituer à la Guadeloupe. Alors, il y a aussi cette relation avec l'outre-mer qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle semblait souffrir d'un manque de reconnaissance ou des siens, du moins tardif. Comment l'expliquez-vous? C'est toujours cette idée qu'elle n'est pas restée là-bas, elle n'a pas vécu longtemps. Oui, elle n'y a pas vécu longtemps. Elle est partie assez tôt donc, de la Guadeloupe. Je pense qu'elle est partie au lycée, à partir du 16 ans, lycée. 16 ans, voilà, à partir de son lycée. Et ensuite, elle a continué ses études supérieures à Paris. Et après Paris, en fait, elle est partie directement en Afrique, puisqu'elle s'est mariée avec un Guinéen, Mamadou Condé, donc avec qui elle est partie en Guinée. Mais au départ, elle était en Côte d'Ivoire. Elle était affectée comme coopérante en Côte d'Ivoire. Après, elle l'a suivie en Guinée. Et puis, pour des raisons personnelles et familiales, elle s'est retrouvée aussi au Ghana. Et puis, à la fin, au Sénégal. Donc, elle a passé quand même une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire aussi, où elle a enseigné en 1960, me semble-t-il, au lycée de Bingerville. Voilà, au lycée de Bingerville. Et sa première fille, d'ailleurs, est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais restons sur ce lien avec l'Afrique. Certains parlent de tropisme africain. Et on a le sentiment, en revenant aussi sur la littérature antillaise, qu'il y a ce questionnement permanent, identitaire pour les Antillais, à savoir leurs origines africaines et puis cet héritage occidental. C'est aussi ça, Maryse Condé? Oui. C'est aussi cela, mais c'est surtout la relation entre, en effet, la recherche des racines africaines, surtout que ce sont les années 60 enfin, la fin des années 50 et les années 60 où elle a vécu donc en Afrique, donc des années qui sont juste après les indépendances. Donc il y a ce lien à l'Afrique, donc cette recherche des origines. Et puis, il y a ce lien à l'Occident, mais surtout à la culture aussi des Antilles même, à la culture des Antilles, qui est une culture qui est un melting pot, qui n'est pas que l'Occident, et qui aujourd'hui est une culture à part entière, en fait, qui a des éléments venant de l'Occident, mais aussi, bien sûr, de l'Afrique et puis des Indiens, des premiers habitants quand même de ces îles-là. Alors, son œuvre, c'est une distinction. On a le fameux best-seller Ségou, dont on parle depuis tout à l'heure, même dans les Mans. Maxine Kouassi, qui parle, vous disiez, de l'Empire du Mali. On a aussi Moi Tituba, Sorcière, qui lui a valu le Grand Prix de littérature de la femme. Ce sont des œuvres majeures, mais quelles sont leurs particularités? Leurs particularités, pour une écrivaine antillaise, justement, une des particularités, c'est d'utiliser l'Afrique comme espace complet là, de son roman. Et puis, Moi Tituba Sorcière, c'est aussi évoquer le problème du racisme aux États-Unis, racisme
bon, envers la race noire, mais aussi sexisme, hein, envers les femmes et le droit, en quelque sorte, des femmes, et notamment des femmes noires, de pouvoir avoir une vie à elles. En 2018, elle reçoit donc le prix de littérature de la Nouvelle Académie. Comment expliquez-vous ce succès à l'international de ces œuvres? Bon, je parlais tout à l'heure d'écriture efficace, justement, et puis de thèmes aussi qui intéressent l'universel, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, par exemple, dans Ségou, certes, c'est l'histoire du royaume Bambara, mais en même temps, les personnages sont très individualisés, et donc chaque lecteur peut entrer dans ces personnages-là au plus près, en fait, des problématiques individuelles, de l'amour, etc. Voilà, ce ne sont pas des personnages qui sont un petit peu collectifs ou bien stéréotypés, mais ce sont des personnages qui vivent véritablement comme des individus, quelle que soit en fait leur origine. Et peut-être que c'est cela qui peut intéresser aussi le lecteur au plan international. Maintenant, après, bon, c'est vrai que les États-Unis, disons, lui ont donné une occasion de se faire connaître de manière très importante. Justement, elle avait plusieurs cordes à son arc, hein, écrivaine, on a dit, mais aussi journaliste, enseignante et puis militante, beaucoup le disent. Quelques mots sur cette autre carrière plus qu'honorable. Vous nous avez dit États-Unis, Columbia, oui. Voilà. Et puis des grands médias aussi. Des grands médias, oui. Donc elle a travaillé à la BBC à Londres, Radio France Internationale aussi à Paris. Donc elle a eu... ça, c'était surtout pendant sa période parisienne, en quelque sorte, hein, puisque, comme elle dit, elle n'avait pas la possibilité d'avoir des postes au niveau universitaire en France. C'était un peu plus difficile, et donc elle a travaillé comme ça dans le journalisme culturel. Voilà. Et enseignante. Et enseignante aussi. On oublie parfois que, en fait, c'est une universitaire aussi. Oui. Hein, au départ, bon, elle a passé une thèse en 1976 en littérature comparée. Et là aussi, bon, elle a eu un peu de mal à avoir des postes en France. Et par contre, une fois qu'il y a eu le succès de Ségou, bon, les États-Unis lui ont offert vraiment des ponts d'or, hein, au niveau de prestigieuses universités comme Columbia, Berkeley, etc., où elle a pu enseigner pendant une vingtaine d'années quand même. Hein. Mais elle disait, moi j'ai eu la chance, par hasard, non, pour préparer l'émission, regarder un documentaire la concernant, où elle est finalement le fil conducteur, elle provient sur toute sa vie. Et quand elle parle des Américains, elle dit qu'ils lui ont donné justement cette reconnaissance. Ça a été plus simple avec eux qu'avec les Français, parce qu'il y a une histoire compliquée au niveau des Antilles. C'est cela. Donc c'est cette perception que vous... Oui, je pense qu'en effet, il y a une histoire compliquée. Et de plus, elle avait des positions politiques indépendantistes, donc qui... la mettait, disons, dans une situation un petit peu, oui, contradictoire à un certain moment avec la France, justement. Mais pourtant, le président Emmanuel Macron, qui lui a rendu hommage voilà, un hommage national, a célébré la mémoire de celle qui a toujours refusé l'assignation et qui, par sa force, s'est affranchie sa condition malgré le racisme, a-t-il dit. Ça vous surprend, c'est paradoxal, ou finalement ça fait partie de son histoire, cette réconciliation à chaque fois? Voilà, ça fait partie de son histoire, et je crois que justement, c'est une écrivaine qui dépasse en général les clivages, les assignations, les choses un peu faciles, et donc ça lui ressemble en quelque sorte, hein, ça lui ressemble. Pensez qu'elle aurait été touchée par cet hommage? Et déjà, est-il
selon vous, à la hauteur de son talent, ou en tout cas de son statut, cet hommage un peu international que l'on voit, et celui de la France aussi précisément? Oui, je pense qu'il est à la hauteur. Hein. Dès l'annonce du décès, il y a eu de multiples réactions hein, à travers le monde. Et l'hommage qui lui a été rendu lundi, voilà, par la France, justement, à la Bibliothèque nationale française, là, j'ai pu le suivre. Et bon, c'est vrai que c'est... Bon, ça colle bien finalement avec la relation qu'elle avait avec la France. C'est-à-dire que c'est un hommage national, mais bon, pas non plus, voilà, un peu confidentiel quand même, parce que j'ai trouvé que il n'y avait pas, par contre, au niveau des médias internationaux, de couverture par rapport à cela. Donc il fallait aller regarder une télé en fait de Guadeloupe pour avoir la retransmission de cet événement en direct. Ah, c'était pas en direct sur les chaînes non. Métropolitaines, en fait, si j'ose dire. Voilà, c'est ça. Ah, vous voyez, donc un hommage, on va dire, hommage quand même, mais mitigé visiblement. Quel est finalement son héritage à Maryse Condé? Pareil, j'ai vu plusieurs écrivaines parler, des fois antillaises et pas forcément, du fait qu'elle leur a donné ce goût de l'écriture, cette envie d'être... Elle était un modèle. Quel est son héritage actuellement, maintenant qu'elle est... Oui, être un modèle, bon, je ne suis pas sûre qu'elle aurait souhaité en fait être un modèle. C'est vraiment... Ça ne lui ressemble pas finalement. Elle n'est pas tellement dans l'exemplarité, en quelque sorte, hein. Pour moi, son héritage, ce sont tous ces textes, hein, tous ces textes qui sont vraiment à découvrir, à redécouvrir, parce qu'il y a des textes qui sont quand même assez anciens, hein, mais qui sont vraiment à découvrir, parce qu'on découvre et des romans très intéressants, et en même temps une femme vraiment exceptionnelle. Oui, parcours hors du commun. Comment la qualifierez-vous? Puisque c'est vrai que on oublie que tout ce qu'elle a fait, elle a fait à des époques où, bon, oui, en termes de droits, que ce soit pour les minorités, que ce soit le genre ou que ce soit racial, c'était compliqué. Et pourtant, son parcours dépeint une femme assez libre, oui, assez indépendante et assez courageuse à bien des égards. Oui, tout à fait. En plus, elle avait 4 enfants d'âge assez rapproché et qu'elle a, par contre, toujours emmené avec elle dans toutes ses pérégrinations. Que ce soit les pérégrinations africaines, européennes, ensuite, voilà. Donc, même si, bon, certaines, évidemment, le terme de féministe est des fois accolé à d'autres choses, donc les gens n'aiment pas forcément, mais je pense que c'est une féministe avant l'heure, parce que son parcours est celui d'une femme, en effet, une femme qui, bon, là, on la voit hein, dans La vie sans phare, avec tous ces enfants-là, et c'est... C'était une maman, c'était une épouse, c'était une universitaire, c'était... Qui a divorcé, bon, ça concerne sa vie privée, mais encore une fois, c'est à des époques où ça ne se faisait pas trop. Oui, c'est ça. Donc, une femme libre. Une femme libre, oui. On peut retenir d'elle. Tout à fait. Et puis talentueuse, visiblement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a enseigné beaucoup en Afrique ou assez? Est-elle assez enseignée de manière générale? Bon, de manière générale, je crois que maintenant, elle fait partie de la littérature antillaise, justement. Et bon, c'est pas forcément une littérature qui est très enseignée, parce qu'elle est à cheval, là aussi. Elle est toujours une option, en quelque sorte, hein, parce qu'elle ne fait pas complètement partie de la littérature française, puisqu'elle est particulière. Elle ne fait pas partie non plus de la littérature africaine. Et donc, bon, elle... à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département de lettres modernes, bon, on a une option de littérature antillaise, mais qui fait partie des autres littératures. D'accord. Donc ça reste encore... Ça reste encore, voilà, à part. À part. À part. Un dernier mot, peut-être, pour évoquer sa mémoire.
Qu'est-ce que vous voulez dire à peut-être cette jeune génération qui ne la connaît pas, ou peu, pour les inciter peut-être à la découvrir et à prendre à bras-le-corps? Je vois que vous avez même un livre d'elle Oui, sur... c'est ça. Le cœur à rire et à pleurer. Oui. Voilà. Vous conseillez, vous pouvez le montrer à l'antenne, allez-y. Oui. Voilà. La caméra est là, allez-y. Voilà. Et vous le conseillez, ce livre? Oui, tout à fait, parce que c'est un livre qui fait partie de sa période, disons, où elle revient sur des écritures du moi, avec La vie sans phare aussi, hein, c'est la même chose. Bon, là, c'est plutôt son enfance. Le cœur à rire et à pleurer, c'est plutôt son enfance. Et La vie sans phare, c'est sa vie de femme, en fait, hein, essentiellement passée en Afrique, justement. Alors, ça sera le conseil de lecture et le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, donc lisez ou relisez Maryse Condé. Tous ces textes sont intéressants finalement. Il n'y en a pas un de mieux que l'autre, hein, mais et puis on peut relire aussi aujourd'hui ses premiers textes, R.M. Makonnen, Une saison Ariata par exemple, hein, qui sont ses premiers romans et qui parlent justement des débuts de l'Afrique des années 1960 et qui sont là aussi intéressantes, hein, pour mieux connaître ces périodes-là. Merci infiniment, Madame Assy, pour tous ces éléments de réponse. Vous nous avez permis de mieux connaître Maryse Condé, feu Maryse Condé. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez fidèles à la première chaîne.